Bonjour tout le monde. Nous revenons encore une fois dans cette sixième vidéo sur l'apprentissage en Python et apprentissage automatique ou bien le machine learning. Et puis notre apprentissage va atterrir sur le pratique en bioinformatique. Du coup, la fois passée, on avait vu, nous continuons avec le même Jupyter Notebook qu'on avait commencé. Je vous avais montré comment importer les keywords, comment afficher les mots réservés. On avait dit que les mots réservés au langage, nous ne pouvons pas l'utiliser pour donner ça, par exemple, au nom de variable, et ainsi de suite. Ça ne va pas marcher. Sinon, ça va nous donner erreur. Tout simplement, si vous vous rappelez bien, vous rappelez bien, j'avais essayé par exemple de faire, je prends par exemple true égale 5. Mais ceci, ça me donne l'erreur. Alors que si j'ai changé ça, j'ai mis par exemple true en minuscule comme ça passe, c'est-à-dire le mot réservé au langage, on ne peut pas l'utiliser comme étant de variable. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, je vous avais parlé ce qu'on entend par un langage. Un langage, en fait, un langage est constitué des symboles, qui sont des caractères d'alphabet, les mots réservés à ces langages-là, et puis la grammaire. Alors, tout ce que nous faisons dans la programmation, c'est juste savoir comment utiliser les mots du langage et puis sa grammaire. C'est tout ce que nous faisons pour résoudre un problème donné. Alors, tout ce que nous écrivons, l'algorithme, si nous avons des erreurs, c'est parce que soit nous n'utilisons pas des mots qu'il faut, soit nous ne respectons pas la grammaire en fait de ces langages-là. Et voilà, alors la connaissance des mots-clés, ça joue un rôle très très important et nous ne pouvons pas l'utiliser dans la déclaration des variables. Je vous avais dit comment déclarer des variables, je vous avais dit qu'une variable c'est une case mémoire. C'est-à-dire dans cette case mémoire-là, vous pouvez affecter une valeur. Vous ne pouvez pas afficher quelque chose ou bien faire une opération quelconque avec une valeur si cette valeur-là n'est pas préalablement enregistrée dans une case mémoire. Alors, enregistrer une valeur dans une case mémoire, il faut se rassurer que vous avez déjà cette case mémoire. Alors que dans l'ordinateur, nous avons de millions, voire même de milliards de cases mémoire, ce qui constitue notre mémoire RAM. Et du coup, nous devons passer par la réservation des cases mémoire. Réserver une case mémoire, c'est-à-dire quoi? Prendre une case mémoire quelconque et puis donner ça un nom. C'est ce que nous appelons la déclaration des variables. Par exemple, ici en Python, pour déclarer une variable, il suffit juste de mettre le nom de la variable et puis lui donner une valeur. Cette valeur-là, ça peut être une valeur entière, une valeur à virgule flottante, une valeur de type chaîne de caractères, ou bien booléenne, ou bien une valeur de type complexe et comme ça. On avait montré comment est-ce qu'on pouvait déclarer la case mémoire, une variable, et puis lui affecter une valeur. Après ça, on avait parlé aussi des commentaires. On avait dit que nous avons la possibilité de mettre les commentaires. Par exemple, ici, je peux faire ceci, je dis déclaration, déclaration de la variable y, par exemple, comme ça. Alors, ceci ne va pas s'afficher. Plutôt, on va comprendre ça que ceci, c'est un commentaire. Et au lieu de mettre seulement des commentaires comme ça, il se peut qu'une partie du code nécessite plusieurs lignes de commentaires pour que vous puissiez vous retrouver facilement. C'est toujours très important de commenter votre code parce que vous pouvez coder aujourd'hui, mais dans le même code, vous y revenez peut-être une année, 2 ans, voire même 5 ans après. Vos propres codes peuvent aussi vous envoyer. Alors c'est très important de mettre les commentaires pour que vous puissiez vous retrouver très très facilement. Mettre les commentaires en plusieurs lignes, ça se présente de cette manière ici, on avait parlé de ça. Et puis on avait parlé de l'importance des indentations en Python.
on avait vu que la manière dont nous positionnons le print dans la boucle, ça joue un rôle très très important. Sinon, si vous voulez savoir plus, allez suivre la vidéo qu'on avait présentée. Je pense que c'est la troisième vidéo. Et nous avons aussi dit que vous avez la possibilité de déclarer plusieurs variables sur une même ligne comme ça. Variable, valeur, variable, valeur, variable, valeur. Ou soit encore de mettre d'abord le nom de variable suivi des différentes valeurs qui seront affectées aux différentes variables respectivement. C'est-à-dire la première valeur ça sera pour la variable x, deuxième valeur pour la variable y et troisième valeur pour la variable z. Et si je veux que plusieurs variables puissent avoir la même valeur, il suffit de faire ça. X, Y, Z aura comme valeur onésime. Voilà. Et après ça, on m'avait parlé aussi de l'importance de la connaissance de l'adresse dans laquelle votre valeur est stockée. On avait donné cet exemple ici. Nous avons par exemple x qui est égal à 15, y égale 16. Je dis print id x. Les id en fait, c'est une fonction, bien je peux dire méthode, qui vous renvoie l'adresse de la case mémoire dans laquelle votre valeur est stockée. J'ai dit print idx, on me dit que votre valeur est stockée dans la case mémoire, cette case mémoire ici. Quand je vous avais dit que la mémoire RAM contient des milliards de cases mémoire, voilà. Alors que Y, ça, c'est contenu ici. Si vous regardez, les deux cases mémoire n'ont pas la même valeur. Il y a 50, 66, 36. Ici, c'est 544, alors qu'ici, c'est 256. Mais quand je déclare une autre variable z, je dis que z a comme valeur la même valeur que x. Les deux variables vont pointer sur la même case mémoire. Alors, ceci ne permet pas de gaspiller le case mémoire bêtement parce que nous le savons tous que la mémoire RAM, c'est la mémoire de travail. Si les différentes cases de votre RAM est utilisée de manière abusive, votre machine deviendra lourde et vous n'aurez pas le temps d'exécution très très court. C'est-à-dire, la machine peut prendre du temps pour afficher une réponse, ou bien ça peut même commencer à bégayer, ça peut même planter pour vous dire que non, vous devez redémarrer votre machine. Alors, on avait parlé aussi, c'est très important de connaître les types de données. On avait parlé des types de données. On avait dit que dans la programmation, nous avons plusieurs types de données. J'avais donné quelques exemples ici. Le type entier, qui est comme ça, pour connaître les types d'une variable, il suffit juste de taper cette méthode ici, type. Quand vous mettez type x, il vous dit int. Quand j'ai fait ceci, c'est-à-dire int veut dire tout simplement integer pour dire entier. Et quand j'ai dit y égale 5.5, j'ai dit type y, il me dit float. C'est-à-dire quoi? C'est un nombre à variable flottante. Et quand je fais que x égale ceci, on me dit complexe pour me dire que c'est un nombre de l'ensemble C, un nombre imaginaire. C'est-à-dire que x contient une partie du nombre imaginaire. Ou soit encore, c'est une succession des caractères, ce que nous appelons chaîne de caractères. En Python, on appelle ça les types string. Par exemple, en C, on appelle ça les types char. Mais en Python, c'est les types string. C'est comme ça que ça m'envoie. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec la partie suivante. Attendez, je vais vérifier un peu le nombre de minutes déjà que j'ai eu à faire. Ça ne s'affiche même pas. Ok, je vais arrêter un moment. Alors, je disais que pour commencer, je vais quand même essayer de vous montrer quelque chose sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, s'il vous plaît, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous devez cliquer sur abonner, s'abonner, et puis
Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans la suite, je pense bien que ça sera une très très bonne chose. Donc de temps en temps, pendant que vous travaillez, vous suivez nos vidéos, vous faites votre apprentissage, abonnez-vous. De telle sorte que à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo, que vous ne puissiez pas rater. Si nous mettons une nouvelle vidéo, vous serez directement notifié à partir de votre téléphone que nous venons de mettre une nouvelle vidéo et ça va vous permettre de continuer avec l'apprentissage. Alors, allons-y. Prenons l'exemple, je suis là. Je prends notre fameuse variable ici. Notre fameuse variable. J'ai dit par exemple, j'avais dit print type, comme j'avais affiché. Mais je peux dire aussi par exemple j'ai dit par exemple print 0. Quand je dis print 0, regardez ce qui va se passer. Il me renvoie la valeur 0, tout simplement à l'écran. Et si je dis print x des 0, regardez ce qui va se passer cette fois-ci. Il m'envoie J. C'est-à-dire quoi? X des 0, pour chaque caractère, Python considère que ça, c'est un caractère, ça, c'est un caractère. Donc, la position 0, la position 1, la position 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. C'est ce qui fait que si je mets ici, par exemple, 10, quand j'exécute ça, il va me donner n. Et si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire quoi? Il commence toujours par 0. Donc ça c'est la première caractère, le premier caractère, excusez-moi. Ça c'est le premier caractère, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite. Du coup, j'ai la possibilité là d'afficher les caractères, la position d'un caractère donné. Et de la même manière, je peux faire aussi ceci. Par exemple, j'ai dit print S. Je dis par exemple S. Rappelez-vous la fonction ln. J'avais utilisé ça au début. Cette méthode ici. Regardez. Len, en fait, la fonction len, ça nous renvoie le nombre de caractères contenus dans la variable x. Du coup, si je fais s, len de s, par exemple, je dis moins un certain nombre de caractères. Je dis par exemple moins 3, moins 5. Quand j'affiche comme ça, pourquoi ça me donne l'erreur? On me dit que S n'est pas défini, c'est X plutôt. Quand j'exécute comme ça, regardez ce qu'il va me donner. Ça me donne A. Qu'est-ce qu'il me prend? Il me prend 44 moins 5. N, donc il va commencer là. N, 1, 2, 3, 4, 5e caractère. Il me prend ça. Il va m'afficher ça. C'est ce qui fait, en ceci, ça s'appelle en Python les lysing. En fait, ça s'appelle le lysing en programmation. Et c'est quand même très très important. Nous allons beaucoup l'utiliser dans la partie data science. Par exemple, si j'ai dit x de 5, 2 points. Je fais ça.
C'est-à-dire quoi? Python comprend ça qu'on me dit d'enlever les 5 premiers caractères et d'afficher les restes. Il me dit il se contente d'apprendre la programmation. Il m'enlève les 4 premiers caractères, y compris le vide, les 5 premiers caractères, y compris le vide. Et si je dis par exemple, je fais la même chose ici, mais je mets maintenant 2 points devant. J'enlève ceci. J'enlève ceci. Il me dit, je suis. Donc, je lui dis tout simplement, prends-moi les 5 premiers caractères. Oublie-moi les restes. De la même manière, je peux aussi faire ça comme ça, par exemple, les 5 premiers suivis des 10 derniers. Hein? Alors, il me prend ceci, il me prend I et I, donc les 5e caractères, ceci, et puis il me prend les 10e caractères. Les 10e caractères qui est R en fait. R en fait dans la chose, je dois regarder le nombre de minutes déjà faites. Sinon, afficher. Oh.